18h30 sur Al-Oula, bienvenue dans cette première édition complète de la soirée à la une de ce samedi. Vague de froid, la caravane de la Fondation Mohamed V pour la solidarité va à bon train. Escale dans l'un des 20 points de distribution de l'aide alimentaire. Nous irons à Douar Ait el-Hawari, Al-Haouz, où de nombreuses familles rurales nécessiteuses affectées par la chute du mercure sont approvisionnées en vivres et vêtements chauds. À suivre également la première réunion de suivi de l'appel de Tanger. Des premiers ministres et ministres africains resserrent les rangs à Marrakech pour défendre l'exclusion de la pseudo-race de l'Union africaine. Une dynamique continentale rehaussée par l'adoption d'un livre blanc sur l'Union africaine et la question du Sahara. Nous en ferons le point en direct avec un diplomate sénégalais. Puis nous aurons rendez-vous avec l'invité culture du samedi, Salma Ben Saïd, une icône d'art et de bien vivre qu'on ne présente plus. Férue du patrimoine, cette designer d'intérieur aux multiples casquettes est une véritable ambassadrice du savoir-faire ancestral marocain. Nous ferons sa rencontre dans ce journal. Bonsoir. Avant de développer ces titres, Rabat et Bagdad insufflent un nouvel élan à leur relation bilatérale. Le vieil de 65 ans, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, est à Bagdad. Il s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue irakien, entretien soldé par la signature d'un mémorandum d'entente pour l'inauguration du nouveau siège de l'ambassade du Royaume du Maroc à Bagdad. Les deux responsables ont également passé en revue une série de questions régionales et internationales d'intérêt commun. L'occasion pour le chef de la diplomatie irakienne de réitérer l'appui de son pays à l'intégrité territoriale du Royaume. En pleine vague de froid, la solidarité s'organise un peu partout à travers le royaume. La Fondation Mohamed V pour la solidarité multiplie ses actions humanitaires pour venir en aide aux populations fragilisées par la rudesse du climat dans les contrées reculées. C'est un reportage à Al-Haouz de Soumia Belayesh chez moi. L'opération de distribution de produits alimentaires et de couverture a débuté dès les premières heures de la matinée. Elle touche quelques 37 familles de Techdirt, Douar, de la commune d'Esni. Plusieurs familles ont bénéficié de cette aide. 462 kits ont été remis aux bénéficiaires de cette opération au niveau de la commune d'Esni. Les kits sont composés de denrées alimentaires et de couvertures. Les chutes de neige compliquent le retour à la maison. Notre équipe a décidé d'accompagner les bénéficiaires jusqu'à leur domicile après la distribution des kits. Un retour freiné par les chutes de neige. Nous ne pouvons plus avancer en raison des importantes chutes de neige. Nous allons essayer de faire demi-tour, mais ça sera difficile. Difficile effectivement de rouler en pareil temps. Heureusement, à quelques mètres de là, la maison de l'étudiante d'Esni, où il fait bon vivre. Quelques heures à patienter en attendant la réouverture de la route à la circulation. Et c'est avec un beau sourire que Fatima nous exprime sa joie d'avoir bénéficié de cette aide humanitaire. Je remercie vivement Sa Majesté le Roi pour son initiative solidaire. Longue vie au souverain. Au niveau de la province d'El Haouz, les sommets de l'Atlas resteront encore enneigés. La première phase de l'opération de distribution de kits de produits alimentaires de première nécessité et de couverture se poursuivra jusqu'à demain. La dynamique continentale autour de l'exclusion de la pseudo-race de l'Union africaine se confirme suite à l'appel de Tanger lancé, rappelez-vous, le 4 novembre dernier en marge de la 14e édition des May Days par nombre d'anciens premiers ministres et anciens ministres des Affaires étrangères africains, appelant solennellement à l'expulsion des rangs de l'Union africaine de la pseudo-race. Les signataires de l'appel de Tanger ont tenu leur première réunion de suivi. C'était aujourd'hui à Marrakech. Les développements avec Rachid Eken, Hamza Sayah et Boukar Nabret. Premier ministre et ministres africains réitèrent leur engagement plein et entier à œuvrer de concert et en coordination en faveur de l'exclusion de la pseudo-race, une entité non étatique de l'Union africaine. Une exclusion légitime d'un point de vue légal qui ne doit en aucun cas être considérée comme un objectif inatteignable
Cette démarche qui s'est voulue dynamique. Pour le Gabon, c'est pas nouveau. Le Gabon a toujours défendu la marocanité du Sahara occidental. Donc pour le Gabon, vous savez les liens qu'il y a entre Ali Bongo Ondimba et le roi du Maroc, donc entre les Gabonais et les Marocains par rapport à cela. Le Sahara occidental fait partie intégrante du Maroc. Et donc cette démarche, c'est de faire passer ce message au niveau des pays africains, au niveau de l'Union africaine, pour bien faire ressortir le bien fondé de cette démarche marocaine, de cette démarche des pays africains. Une injustice quand l'AFD a été admise dans l'Union africaine parce qu'elle ne remplissait pas les conditions. Ce n'est pas un État au sens de droit international. Il y a eu un forcing. Le Maroc, on sait ce qui s'en est passé, puis le Maroc est revenu. Nous accompagnons la diplomatie marocaine pour convaincre le reste de l'Afrique. Et croyez-moi, en 10 ans, beaucoup a été fait par la diplomatie marocaine. Grâce à elle, beaucoup de pays ont pu comprendre la vérité qui avait été cachée. La présence au sein de l'Union africaine de la pseudo-race illustre la vulnérabilité institutionnelle de l'organisation et représente un frein incontestable à l'intégration économique régionale et continentale. Notre panel, qui est constitué d'anciens premiers ministres et de ministres des Affaires étrangères, donc de personnes qui connaissent la question et qui appartiennent à des pays qui vont du nord de l'Afrique jusqu'au sud de l'Afrique. Vous avez vu, il y a des représentants du Lesotho, du Swaziland, qui est maintenant les cités du Kenya au Cap-Vert, en passant par le Sénégal, etc. Nous nous sommes dit, il faut rétablir la vérité et rendre l'Union africaine crédible. Parce que pour adhérer à l'Union africaine, il faut être un État. Ce livre blanc développe un argumentaire factuel et historique irréfutable, un document juridique et politique de référence qui matérialise une vision d'une Afrique unie et d'un panafricanisme renouvelé, loin des idéologies d'un autre temps. Pour en parler, Monsieur Mankeur Ndiaye, ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, nous rejoint en direct depuis Marrakech. Bonsoir. Bonsoir. Alors cette première réunion de suivi de l'appel de Tanger de l'expulsion de la pseudo-race de l'Union africaine enclenche toute une dynamique de mobilisation de plusieurs anciens premiers ministres et ministres des Affaires étrangères. Est-ce une manière de faire pression pour corriger cette anomalie historique qu'est l'admission de la pseudo-race au sein de l'organisation panafricaine? Il y va aujourd'hui de la crédibilité de l'Union africaine sur la question du Sahara marocain. Oui, tout à fait. Je voudrais tout d'abord me féliciter de la première réunion de suivi que nous avons tenue aujourd'hui à Marrakech, réunion de suivi de l'appel de Tanger, lancé par un groupe d'anciens premiers ministres et d'anciens ministres des Affaires étrangères, appel qui était fondé sur une chose extrêmement claire. Nous constatons qu'aujourd'hui, qu'il y a une incongruité de continuer à maintenir cette entité séparatiste au sein de l'Union africaine. Cette entité constitue un facteur de division et ne réunit aucune des conditions pour être un État. Et en droit international, l'État se définit très clairement et cette entité ne remplit aucune de ces conditions. Et donc, nous avons suggéré qu'un livre blanc soit produit pour expliquer. Justement, Monsieur Ndiaye, en tant que signataire de cet appel solennel, en tant que signataire de cet appel à l'expulsion de la pseudo-race de l'Union africaine, vous avez adopté à l'unanimité un projet de livre blanc que vous avez intitulé l'Union africaine et la question du Sahara. Quels étaient les points phares de votre plaidoyer et quelle est sa force juridique pour convaincre les 16 pays africains qui continuent de reconnaître cette entité fantoche ? C'est un livre blanc qui est très bien articulé, très bien documenté et qui explique l'historique de la question de l'admission de la race au sein de l'Union africaine, considéré par nous comme un coup de force qui viole allègrement
la charte de l'OUA à l'époque en 1982. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez, Sa Majesté le roi Hassan II avait qualifié cet acte d'assassinat, de double assassinat. Assassinat contre le président en exercice qui avait été mis devant le fait accompli, mais aussi assassinat contre la charte et contre l'organisation elle-même. Et nous constatons que depuis qu'elle est au sein de l'Union africaine, la race constitue un facteur de division. Et nous avons considéré, nous fondant sur des arguments juridiques tirés de la charte, que le moment était venu de poser la question de la poursuite de l'existence de la race au sein de l'Union africaine. Monsieur Mankeur Ndiaye, ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, merci pour tous ces éclairages. Il fait de la sauvegarde du patrimoine et du savoir-faire ancestral marocain son cheval de bataille. Son visage vous est familier, c'est une grande passionnée d'art, de déco, du chic quoi. Il a le don de sublimer tout ce qui l'entoure. Par sa griffe hors pair, elle repousse les frontières de la création, mais reste fidèle à son credo, valoriser la marque Maroc. Elle, c'est Selma Ben Saïd. Notre invitée ce soir compte plus d'une corde à son arc. Designer d'intérieur, productrice TV et créatrice de contenu pour la télé et pour le web. Selma Ben Saïd nous a ouvert les portes de son univers authentique, mais très branché. Regardez. Elle est belle, intelligente et elle a la passion du patrimoine national jusqu'au bout des ongles. Elle, c'est Selma Ben Saïd, une femme aux multiples casquettes. Vous l'avez sans doute vue sur vos petits écrans il y a quelques années. Cette dame est à l'origine d'un grand programme de décor et d'art de vie. Un rendez-vous incontournable pour un grand nombre de familles marocaines. Plus de 380 maisons redécorées, 380 looks différents, mais une seule griffe. Celle de cette dame qui met un point d'honneur à mettre en lumière le Made in Morocco et le patrimoine matériel et immatériel national. Des produits de terroir qu'elle aime, plus encore qu'elle adule. À travers ses créations, Selma Ben Saïd dessine une histoire de notre héritage culturel marocain. Celle d'un Maroc attaché à son art de vivre traditionnel, à sa culture, tout en restant ouvert à la modernité. Son combat ne cesse de grandir. Elle défend corps et âme le patrimoine national dans toute sa splendeur. Voilà pourquoi elle lance la plateforme de networking Dialna Maroc. Dialna Maroc représente cet écosystème fédérateur de networking pluriculturel et pluridisciplinaire. Nous avons été approchés par des artisans pendant le Covid qui nous ont exprimé leurs doléances car les ateliers avaient fermé. Et donc pour soutenir et répondre favorablement à leurs demandes, nous avons pu créer une collection que nous avons exportée et ce grâce à 3 ateliers. Une vraie vitrine d'exposition du patrimoine marocain. De quoi greffer notre histoire et notre identité dans l'intemporel. En véritable fait des artisans, Selma Ben Saïd en période de Covid vole au secours de ceux qui sont le cœur vibrant de son équipe, les maîtres artisans. Ma mission aujourd'hui est de mettre en lumière notre patrimoine, les legs du passé, notre savoir-faire et notre savoir-vivre en avant. Un patrimoine culturel et immatériel que cet artiste dans l'âme fait tout pour préserver, mais aussi pour le transmettre aux plus jeunes. Maghrebna est son tout dernier projet, un concours ludique et constructif. Nos étudiants sur la demi-finale seront amenés à pitcher devant un jury, à pitcher aussi indirectement devant le public marocain, vous, public marocain, qui avez envie de voir, de lire le Maroc à travers le regard de cette jeunesse marocaine. Son amour pour le patrimoine est sans limite. Un grand legs qui érige Selma Ben Saïd en fervente défenseuse du Made in Morocco. Selma Ben Saïd, c'est une longue histoire de passion pour le plus beau présent de notre passé, le patrimoine national. Madame Selma Ben Saïd, bonsoir.
Bonsoir, salam alaikum. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Première question, vous faites de la préservation du patrimoine marocain votre cheval de bataille. Est-ce parce que vous avez senti que cet héritage matériel et immatériel est tombé un peu dans les oubliettes, vu qu'il existe un peu une tendance d'occidentalisation chez certains Marocains dans leur mode de vie ou dans leur choix des objets qu'ils achètent pour agrémenter leurs espaces de vie? Ben écoutez, ce ressenti-là, en fait, il a été exprimé il y a quelques années, depuis que j'ai lancé donc les productions télé il y a plus de 21 ans. Donc j'ai toujours été sur des émissions, sur des contenus qui valorisent et qui mettent en avant ce qui est culturel chez nous, Marocains. Et donc cette culture, en fait, est fondée sur 12 siècles d'histoire du Maroc, mais aussi sur l'ouverture du Maroc, et sachant que le Maroc, c'est un pays pluriculturel qui a toujours été ouvert sur les autres cultures. Donc on est là, il y a effectivement les racines, mais il y a aussi cette ouverture. Donc on a toujours diffusé grâce à bien sûr des équipes, parce que il faut dire et le redire aussi, hein, nous travaillons toujours en équipe, et c'est ce qui marche, et c'est ce qui peut faire aboutir des messages, une philosophie de vie. Donc grâce à des équipes, grâce à des gens qui travaillent derrière l'écran et devant, on a pu faire passer énormément de messages relatifs à l'art de vivre marocain. Et quand on dit l'art de vivre marocain, c'est un héritage, c'est une histoire, c'est un capital humain et matériel. Donc je reviens au patrimoine immatériel et matériel. Il se situe au niveau de déjà des femmes et des hommes, déjà, même en termes de décoration sur un plateau, même en termes de sujets qu'on a toujours diffusés sur les émissions, ça a toujours fait référence à ce que c'est le Maroc. Voilà. Alors, ce qui a réveillé tout ça, en fait, c'est le Covid. Hein. Grâce au Covid, on est parti sur l'essentiel de ce qu'il fallait mettre en avant. Donc, effectivement, nous avons capitalisé sur 21 ans de production télé, mais grâce au Covid, on a encore plus, on s'est élargi sur des sujets qui sont très, très sensibles et qui touchent à la pérennité de la culture marocaine, qui est basée sur un patrimoine immatériel et matériel. Justement, tout ce patrimoine matériel et immatériel est en proie malheureusement à certaines tentatives de pillage. Nous avons tous assisté à la polémique qui a entouré certaines composantes de notre patrimoine, par exemple le couscous, encore le zlige marocain. Et la protection de notre patrimoine national, vous l'avez si bien dit, est un travail de longue haleine qui n'est pas uniquement du ressort de l'État, c'est un travail de tout un chacun. C'est une affaire de tout un chacun. Et vous, en tant que fervente défenseuse du patrimoine, comment peut-on justement devenir acteur de la préservation de notre patrimoine? Alors, acteur, c'est effectivement, comme vous avez dit, le politique a un rôle très très important à ce niveau-là, mais le citoyen aussi. Donc, nous, en tant que citoyens, on doit respirer, on doit porter la marque Maroc tous les jours, hein, dès notre réveil jusqu'avant d'aller dormir, et puis dans notre travail aussi, dans notre consommation. C'est une richesse aussi pour le Maroc, pour l'État. Si moi je produis, ou si moi je transforme marocain, je produis, je market marocain, je vends marocain, c'est une richesse que je vais réaliser pour mon Maroc. Je reviens à l'histoire de Diana Maroc, parce que c'est un petit peu la plateforme, on est là pour parler de ça, effectivement. Il faut exprimer un élan solidaire par rapport à cet aspect qui relève de racines et d'histoire marocaine, d'accord. Quand vous parlez de gastronomie qui a été pillée, ou quand on parle d'ornements qui sont en train d'être pillés, etc., moi je le vois pas comme ça, sincèrement. Moi je me dis que c'est un réveil pour tous les Marocains de se dire: aujourd'hui, c'est le moment de se réveiller, mais de se réveiller en communauté. Et c'est aussi le moment de sensibiliser les générations montantes, notamment, vous êtes la mieux placée pour en parler à travers les initiatives que vous menez. Je parle notamment de la saison 2 du concours Maghrebna, dont vous venez de parler, programme qui appelle les jeunes à immortaliser une facette du patrimoine marocain. Est-ce qu'il y a un véritable engouement, selon vous, pour ce genre de compétition, et que recherchez-vous à travers ce concept? Alors, Maghrebna, qui fait partie de
l'un des volets de Diana Maroc est effectivement un concours qui réveille l'essence au niveau du patrimoine et de notre culture. On a fait une première saison qui a très très bien marché, où on a fédéré énormément de jeunesse, et cette jeunesse n'attend que qu'on lui lance la perche pour qu'elle vienne aussi débattre et parler de son patrimoine. Maintenant, c'est un patrimoine qui va réveiller un petit peu cette curiosité, cette envie d'aller chercher, puiser dans l'histoire du Maroc. Chose que normalement, il y a l'instruction qui doit faire, il y a les établissements scolaires qui doivent faire. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est effectivement, c'est de faire rentrer ça dans l'interaction chez la jeunesse marocaine, lui dire que le Maroc est à vous et le flambeau va arriver c'est entre vos mains aujourd'hui. Ce qu'il s'agit de faire, comme je vous ai dit, c'est 12 siècles et avec des dynasties qui ont pérennisé l'histoire du Maroc, la culture du Maroc et ce patrimoine. Aujourd'hui, on se doit, nous tous, de le faire. Par nous, déjà, nous, en tant que citoyens marocains, mais aussi à travers cette jeunesse qu'on doit sensibiliser, qu'on doit ramener encore vers sa culture. L'Occident, effectivement, a trop intégré le quotidien du Marocain. On le voit même sur les réseaux. Aujourd'hui, pourquoi Diana Maroc est présente sur les réseaux pour qu'on donne de l'information récurrente qui doit réveiller et qu'on doit... Réveiller, oui. En tout cas, la relève est assurée grâce à votre programme. Je vous remercie, Salma Ben Saïd, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et on en arrive déjà à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information à 20h30 avec le journal Aïssia. Très belle suite des programmes à tous sur Al-Moula.